La facilité peut nous amener à penser que les dernières tendances marketing, les dernières astuces pourraient devenir le saint graal pour faire décoller notre activité. Il n'en est rien. Au-delà de ça, nous sous-estimons largement l'importance de la psychologie humaine qu'il a depuis que l'homme est homme. Et au-delà de ça, nous permettre de bâtir une activité stable, solide et pérenne. Et justement, pour donner l'exemple, pour nous donner les meilleurs conseils au regard de tout ce que je viens de dire en amont, eh bien, j'ai interviewé sur ce podcast Stan Leloup, que tu connais peut-être, que tu as peut-être déjà vu sur sa chaîne YouTube, qui capitalise près de 300 000 abonnés. Et donc, nous allons voir tout cela ensemble. Nous allons parler justement de sa chaîne YouTube. Nous allons parler de son livre qui vient tout juste de sortir et de bien d'autres sujets encore. Alors, écoute attentivement, sois concentré et prends vraiment le temps de pouvoir profiter au maximum de chacune des pépites qu'il va nous livrer au travers de cette interview. C'est parti! Alors, je suis très heureux aujourd'hui de retrouver Stan Leloup. Bonjour à toi. Salut Nico, merci pour ton invitation. Donc avant toute chose, je vais te demander de te présenter à nous. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'auraient pas déjà vu sur YouTube ou autre, dis-nous un peu plus qui tu es, ce que tu fais et tout le reste. Je m'appelle Stan Leloup, je suis surtout aujourd'hui connu pour une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, sur laquelle j'ai un tout petit peu moins, au moment où on enregistre, de 300 000 abonnés. Et sur cette chaîne, je fais des analyses marketing. On essaie de trouver des exemples un petit peu différents que je peux analyser pour comprendre les stratégies marketing profondes et les principes psychologiques qui font le succès de ces produits. Donc, par exemple, l'année dernière, en 2019, j'ai fait une analyse sur le groupe de rap PNL, j'ai fait une analyse sur le jeu vidéo Fortnite, j'ai fait une analyse sur un clash entre Thibaut InShape et Squeezie pour comprendre quels sont les éléments psychologiques qui sont derrière, que tu peux toi récupérer et utiliser dans tes propres projets. J'ai également un podcast qui s'appelle aussi Marketing Mania, sur lequel tu avais été un des premiers invités, je pense, un des 5 premiers invités que j'avais eu en 2015 sur le podcast Marketing Mania. C'est un podcast où je fais des conversations avec des entrepreneurs pour comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent et quel est le derrière des coulisses de la vie d'un entrepreneur sur Internet. Mon site web s'appelle marketingmania.fr et je suis en train de sortir un livre qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos, qui sort aux éditions Erol et qui sera disponible partout, à la Fnac, chez Cultura, dans les librairies et bien sûr sur Amazon. Il sera disponible quand, ton livre ? Disponible le 30 janvier. 30 janvier, génial, c'est bon de savoir. Donc, on a beaucoup de choses, on a pas mal de sujets à aborder ensemble. J'ai beaucoup de questions à te poser, donc notamment sur la partie YouTube, sur la partie podcast, mais aussi sur la partie du livre. Et j'aimerais qu'on commence là-dessus, parce que finalement, tu as fait un livre donc sur le fait de vivre de son business en ligne. C'est un sujet que l'on peut retrouver sur différents angles. Et j'ai constaté, moi, ce qui m'a surpris, agréablement surpris, c'est que tu as un angle d'approche qui est différent des autres. Et est-ce que tu peux nous parler de cet angle d'approche-là? Pourquoi tu l'as pris? Et pourquoi aussi tu as mis tellement de poids sur la partie psychologie? Au regard même, on sait que c'est un de tes points de spécialisation, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Pour moi, il y a 2 aspects. Le premier, c'est que si tu es en train aujourd'hui de monter un business en ligne, tu te trouves facilement à être captivé par les nouvelles tactiques du moment. Que ce soit les webinaires, que ce soit la pub sur Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit, TikTok. Il y a toujours des nouvelles tactiques et des nouveaux éléments de surface qui vont survenir. Moi, il s'avère que j'ai quand même passé maintenant 7 ans sur le web et j'ai vu les techniques qui sont allées et venues. J'ai vu la tendance des sites de niche, du Amazon FBA, du dropshipping qui sont allées et venues. Et ce que j'ai découvert, c'est que tu peux pas forcément construire ton business, construire ta carrière et construire ton revenu juste sur des petites tactiques. Pour que ton business fonctionne et pour qu'il perdure, il faut qu'il y ait un élément plus fondamental qui est en fait, est-ce que en face de l'écran, les gens à qui tu parles sont intéressés par ce que tu racontes? Est-ce que ce que tu proposes répond à un besoin que eux ils ont identifié? Et est-ce que la manière dont tu présentes ton produit, ton message, connecte avec leurs besoins et connecte avec la manière dont eux réfléchissent? Et donc, il y a un élément beaucoup plus fondamental au sein de toutes ces tactiques qui est la psychologie humaine de la personne qui est en face.
Et non seulement c'est fondamental parce que si tu prends l'exemple de la pub Facebook, les gens te disent « Ok, c'est quoi la meilleure stratégie sur Facebook? Combien je mets de centimes, de machin ?» Mais au final, le principal facteur, et tu le sais, moi j'étais consultant en pub Facebook pendant un moment, tu le sais si tu as passé un peu de temps sur la pub Facebook, c'est est-ce que l'accroche de ta pub est intrigante? Est-ce que l'approche de la pub contient un bénéfice sur lequel les gens ont envie de cliquer? Est-ce que ta page de capture derrière est copyrightée sur un truc qui est impactant, qui est persuasif? Et c'est ça qui va faire beaucoup plus l'impact au final sur la campagne que le détail de l'algorithme ou du bidding que tu as pu mettre sur tes publicités. Donc, cet élément fondamental-là, qui est à la fois un élément qui ne va pas changer, qui est à la fois un élément qui va être sous-jacent surtout, est important à connaître. Le deuxième aspect, qui est encore plus simple, c'est que je suis en train d'écrire un livre et l'objectif, c'est que mon livre, quand tu arrives dans le business en ligne dans 5 ans et que tu dis c'est quoi les livres à lire pour démarrer dans le business en ligne, je voudrais que mon livre, ça soit un de ces livres qui soit cité, un des livres qui sont un peu les classiques du domaine. Alors, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? L'avenir nous le dira, mais c'est mon ambition. Et donc, forcément, à partir de cette ambition-là, je me demande qu'est-ce que je raconte aux gens qui ne va pas se périmer dans 2 ans? Qu'est-ce que je raconte aux gens ou quand dans 5 ans, on va leur dire qu'est-ce qui t'a le plus inspiré? Ils vont réfléchir aux livres qui continuent à les aider tous les jours et ils vont penser aux miens. Et c'est pour ça que je suis allé sur cet aspect-là de psychologie humaine, de mettre la psychologie humaine au centre de ta réflexion, parce que je pense que c'est souvent quelque chose, comme tu l'as mentionné, qui a tendance à être oublié ou laissé de côté, parce que c'est beaucoup plus facile de parler des tactiques plutôt que de vraiment creuser dans la psychologie. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte et c'est pas aussi évident à expliquer. Tu ne peux pas forcément dire, voilà, 1, 2, 3, voilà la méthode en 5 étapes pour créer un message qui est persuasif. Ça demande plus de réflexion, c'est plus compliqué à expliquer. Moins de gens le font. Je pense que moi, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. C'est un message que j'ai raffiné au fil du temps, notamment sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé de plus en plus à comprendre comment est-ce que je pouvais, grâce à des exemples qui sont différents, transmettre ces compétences. Et comment est-ce que je pouvais prendre des exemples à la fois dans le domaine, en l'occurrence, tu as un groupe de musique, un jeu vidéo, des YouTubers, des projets Kickstarter, des scènes de films, et comment me servir de tous ces exemples différents pour te donner une compréhension vraiment profonde de ces stratégies et de ces éléments psychologiques. C'est intéressant. On a vraiment la même approche puisque moi aussi, je suis en train de finaliser l'écriture d'un livre sur l'énéagramme et c'est la même chose que toi. C'est que c'est vraiment cette notion de se dire est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans, voire même, moi, je pousse l'ambition plus loin. Est-ce que dans 30, 40, 50 ans, on pourrait même dire est-ce que dans 100 ans, ton livre va être encore là? Et je suis convaincu que ton livre, au vu de l'approche que tu as fait, il pourrait être lu dans 100, dans 500 ans. Si on prend par exemple L'Art de la guerre de Sun Tzu, que tu dois bien connaître, ou Le Prince de Machiavel, ou d'autres bouquins, bon, ça c'est mes références à moi, mais c'est des bouquins qui sont liés à une époque, mais tu peux encore les lire aujourd'hui et ils t'apprennent des choses. Donc ça, je trouve ça important. Et finalement, ça revient à un truc fondamental qui est d'être sur vraiment des choses universelles, plutôt que, comme tu dis, des petites techniques, des petites stratégies, des petits machins qui vont durer le temps que ça va durer jusqu'à la prochaine nouvelle technique. D'ailleurs, c'est intéressant et ça me fait rebondir sur ta chaîne YouTube et sur ta stratégie business. Je trouve que finalement, quand on te regarde, on pourrait dire par rapport à tout ce qui te fait dans le domaine du business de la connaissance, tu es un peu un ovni. Ta façon, ton approche du business, elle est très différente des autres. C'est d'ailleurs ça qui est super inspirant. Et le point que je trouve assez impressionnant, que moi, j'aurais jamais pensé possible dans notre milieu, c'est de voir que tu as 300 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Comment arriver à faire quelque chose de très toucher un public qui est assez large sur un domaine qui finalement est assez spécifique. Est-ce que, oh là, j'ai failli perdre mon micro. Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu prévoyais ce genre de choses-là ou est-ce que ça a été assez inattendu? Je prévoyais pas du tout. Je pensais pas atteindre ce niveau d'échelle, notamment parce qu'au moment où moi je me suis lancé sur YouTube, je me souviens que Antoine BM était en train d'atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. Et à l'époque, tout le monde pensait que c'était un truc de ouf. Ouais. Et quand Antoine BM atteignait 10 000 abonnés, que c'était un gros palier, notamment parce que à l'époque, et il me semble que ça a changé, qu'ils l'ont monté depuis, mais à l'époque, 10 000 abonnés, c'était le palier à partir duquel tu pouvais accéder au YouTube Space à Paris.
qui est un espace de YouTube où ils font des rencontres entre YouTubeurs. Et donc, le palier, c'était 10 000 abonnés. Donc, 10 000 abonnés, tu étais un vrai de vrai YouTubeur. Je me souviens qu'Antoine, à l'époque, disait que son objectif, c'était d'avoir 100 000 abonnés et que c'était un peu un truc, tu vois. C'était un peu comme dire, je veux faire 1 milliard. Tu vois, c'était un peu cet objectif de long terme que tu donnes pour faire un peu une grosse ambition, mais personne n'était sûr de si ça allait pouvoir être fait en combien de temps. D'ailleurs, aujourd'hui, Antoine a dépassé les 100 000 abonnés. Mais ça te donne un petit peu, tu vois, à l'époque, il y avait personne qui l'avait fait, qui avait atteint ces chiffres-là. Et donc, du coup, on n'avait pas du tout de notion que c'était possible. D'autant plus que moi, quand je me suis lancé, je pensais que mon contenu était particulièrement pointu et particulièrement spécifique, puisque je parlais vraiment de psychologie. Contrairement à Antoine, je ne montrais pas mes voyages, je ne montrais pas mon style de vie. Donc, je me disais, si les gens ne sont pas intéressés par le copywriting et les vidéos de vente, ils ne vont pas me regarder. Donc, je vais parler à une niche. Mais par contre, je vais parler à une niche d'entrepreneurs qui sont motivés et qui vont bien se monétiser. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup de gens qui me suivent puisque je vais parler à cette niche. Et c'était mon calcul initial. En fait, il s'est avéré qu'au fil du temps, j'ai commencé à comprendre comment est-ce que ce que je racontais sur ma chaîne YouTube pouvait intéresser un public plus large. Et notamment, comment est-ce que… En gros, j'ai réalisé que la psychologie humaine, c'est un truc où tout le monde est curieux de la psychologie humaine. Tout le monde est curieux de la psychologie humaine et veut comprendre comment ça fonctionne et veut comprendre plus ou moins le monde qui l'entoure et qu'est-ce qui se passe. Et donc, j'ai compris que si je pouvais créer une connexion entre ces éléments-là et montrer aux gens que le marketing, c'était pas juste une corvée qu'il fallait se taper pour monter un business, c'était pas juste un truc obligatoire qu'il fallait faire parce que sinon tu vas échouer. C'était un truc qui était fondamentalement excitant, intéressant et passionnant et que apprendre sur le marketing en soi, ça pouvait être quelque chose qui est intéressant de base. J'ai commencé à comprendre comment le faire et comment le présenter et comment le positionner. Et ça, c'est un élément important parce que si je veux que les gens achètent mes formations, tu vois, et si je veux pas leur vendre, vous allez devenir riche rapidement. Si je veux leur vendre, je vais vous apprendre le copywriting et il faut qu'ils pensent que apprendre le copywriting en soi, c'est cool. Il faut qu'ils se disent c'est vachement intéressant et ça va être passionnant et je vais apprendre un truc. Parce que s'ils pensent que mes formations, qui sont des formations extrêmement longues, extrêmement complexes, extrêmement pointues sur des sujets, vont être une corvée et vont être des devoirs à faire à la maison, ils vont jamais rejoindre. Donc, tu vois, le fait de montrer le marketing comme étant un truc fondamentalement excitant, c'est une partie importante de ma proposition de valeur parce que c'est ce qui va me permettre d'ailleurs de vendre mes produits au cœur de mon audience. Et ça me permet aussi de toucher des gens et d'intéresser des gens qui ne sont pas forcément le cœur de mon audience. Alors, on pourrait se demander, est-ce que ça a de l'intérêt de toucher cette audience plus large? Ça a de la valeur parce qu'une partie de ces gens, petit à petit, à force de voir mes formations, vont commencer à s'intéresser au business en ligne. Et je suis la personne, et ça a une valeur énorme d'être la personne qui a introduit les gens au business en ligne. Pense à la puissance qu'aujourd'hui, encore, un gars comme Tim Ferriss qui a été la porte d'entrée pour beaucoup de gens. Et je pense que le fait d'être la porte d'entrée, une des premières personnes qui sont découvertes dans ce domaine, ça a de la valeur fondamentale parce que tout le monde ne va pas s'y intéresser, mais une partie des gens vont s'y intéresser et tu seras la réponse évidente. Plus largement, même si on part du principe que toute une partie de mon audience aujourd'hui sur YouTube va pas forcément acheter de formation aujourd'hui, peut-être on achètera plus tard, peut-être pas. Ce qui est important, c'est pas de savoir qui n'est pas intéressé par ce que tu proposes. Ce qui est intéressant, c'est qui est intéressé. Et aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat sur le web et qui regarde des vidéos sur YouTube, je ne sais pas si tu peux éviter de temps en temps d'avoir une de mes vidéos qui est recommandée et que mes vidéos soient présentes parce qu'il y a des vidéos qui vont devenir virales et qui vont toucher beaucoup de monde. Donc, tôt ou tard, les gens qui sont entrepreneurs, les gens qui s'intéressent à ce sujet, ils vont voir une de mes vidéos ou une de mes vidéos va leur être recommandée. Et après, après, tout le monde, je suppose, ne va pas forcément cliquer dessus ou apprécier ce que je raconte. Mais tu vois, ça me permet de toucher aussi, d'avoir une bonne pénétration dans le marché qui est pour le coup les durs de durs qui vont acheter mes produits derrière. D'accord, je comprends mieux. Après, ça doit être assez difficile quand même pour toi. Comment tu arrives à gérer justement le fait que finalement tu as une grosse audience et finalement tu as un petit morceau de cette audience. C'est un peu pareil pour nous tous. C'est sur YouTube, on va pas parler finalement, même si on parle à tout le monde, nos vrais clients, ça doit représenter peut-être 1%, 2% ou nos prospects, une dizaine de pourcents, pas plus de ce grand groupe-là. Donc, au vu des demandes que tu dois avoir, au vu des tendances, est-ce que tu arrives quand même à garder cette lucidité de savoir qui sont tes clients par rapport au nombre d'abonnés de ta chaîne? Donc, un des éléments qui me permet de garder ce contact-là, c'est que toutes les semaines, je vais prendre les questions de mes clients et répondre en vidéo. Donc, on appelle ça les consultations. Je le fais le mercredi.
Et donc, les gens vont m'envoyer leurs questions et je vais répondre. Donc, c'est une partie importante de ma semaine. Je le fais toutes les semaines. Ça me prend plusieurs heures et c'est c'est les questions directes, en fait, des gens qui sont mes meilleurs clients puisque c'est ceux qui ont littéralement acheté mes formations. Ensuite, quand je vais faire un lancement, je vais avoir mon équipe. Du coup, aujourd'hui, j'ai pendant longtemps répondu à tous les emails, mais j'ai plus aujourd'hui la possibilité de le faire. Mais mon équipe va me faire remonter tous les retours que les gens ont et je vais souvent, au fil de mes lancements, ajuster mon lancement en fonction des retours. Mais de manière plus générale, ça me permet aussi de garder le fil de qui est sur ma liste email, de quoi est-ce qu'ils pensent et à quoi est-ce qu'ils réfléchissent. Et plus largement sur YouTube, du coup, j'ai effectivement sur YouTube, les commentaires sont beaucoup plus mixtes parce que notamment sur les vidéos sur YouTube qui vont devenir virales, je vais avoir des gens qui sont pas du tout intéressés par ce que je raconte, qui vont tomber dessus par hasard. Et d'ailleurs, j'ai souvent des commentaires sur mes vidéos qui sont du type je me suis perdu dans l'algorithme, il est 3 heures du matin et je suis en train de regarder cette vidéo de marketing, qu'est-ce que je fous là? Voilà, c'est des gens qui sont pas forcément intéressés par ce que je raconte, mais ça te montre aussi la puissance de l'algorithme et le nombre de personnes à qui je suis recommandé, le nombre de personnes que je peux toucher avec ça. Et là-dessus, ce que ça me permet de faire, c'est de créer une stratégie à chaque niveau de profondeur qui est adaptée par rapport à ce niveau. C'est-à-dire que sur YouTube, je considère que j'ai vraiment une stratégie de YouTuber. C'est-à-dire que je réfléchis en termes de mon contenu, en termes de ce qui va intéresser les gens, en termes de l'audience que je peux toucher, en termes de la relation que j'ai avec mon audience. Et donc, je traite mon audience sur YouTube comme étant un tout, y compris les gens qui sont pas forcément intéressés, mais je traite mon audience sur YouTube comme ça. Mais je sais aussi que la manière dont je m'exprime sur ma liste email, c'est différent. Et la manière dont je m'exprime sur mes formations, c'est aussi différent. À chaque fois, on va rentrer d'un cran dans le niveau de sophistication et aussi dans les suppositions que je fais par rapport à mon lecteur. Par exemple, sur YouTube, sur la plupart de mes vidéos, je pars du principe que voilà, je fais une analyse, j'apprends des concepts marketing, mais je pars pas du principe que tu as déjà un business ou même que tu es nécessairement intéressé pour en montrer un. Je pars du principe que je vais t'illustrer ce concept et que je vais t'expliquer quelque chose qui est intéressant. Sur ma liste email, je pars systématiquement du principe que tu as un business ou tu veux en monter un. Sur mes formations, je pars du principe que tu as un business bien spécifique qui correspond à la proposition de valeur de mes formations. Soit tu es freelance dans ma formation pour les freelances, soit tu crées du contenu dans ma formation sur la création de contenu, etc. Et je vais te parler de manière beaucoup plus sophistiquée à ce niveau-là. Donc, j'essaye de comprendre par rapport à chaque audience ce que je peux donner aux gens et qui va les intéresser par rapport à l'endroit en fait où ils se trouvent dans l'entonnoir. Et effectivement, sur YouTube, j'ai toujours un petit peu aussi cette conscience que c'est un truc qui est beaucoup plus public et qu'il y a des choses aussi que sur YouTube que je peux pas forcément dire de la même manière parce que il y aurait des gens qui pourraient pas comprendre ça et que sur YouTube je dois beaucoup plus réfléchir à comment est-ce que Monsieur Tout le Monde réagirait s'il voyait ça et est-ce qu'il comprendrait ce que je suis en train de dire ou est-ce qu'il faut que je lui donne plus de contexte. Alors que ça sur ma liste email, je suppose que si les gens sont abonnés à ma newsletter, c'est que ce contexte, ils le comprennent et qu'ils n'ont pas besoin que je leur explique, tu vois, pourquoi est-ce que le marketing, c'est ci ou c'est ça. Donc, tu travailles niveau par niveau. Ouais. C'est super important et c'est pas facile. Hein. C'est pas forcément facile. Déjà, beaucoup de personnes l'oublient. Parfois, inconsciemment, on a tendance à traiter chaque partie de la même façon. Et c'est un très bon conseil, d'arriver à justement garder chaque bloc les uns après les autres et les traiter en tant que tel et se focaliser aussi sur le bloc en particulier dans lequel tu es, quoi. Effectivement, c'est vrai que sur YouTube, tu vas pas déjà te focaliser à te dire, tiens, il faut que je fasse ma vidéo YouTube de telle sorte qu'ils achètent ma prochaine formation. C'est pour ça que je fais pas de vidéo de vente, par exemple, sur YouTube. Parce que dans ma réflexion sur mon système de vente, la vente, elle se fait par email et YouTube a une fonction différente. Dans mon système, tu vois, j'ai YouTube qui a une certaine fonction, le podcast a une certaine fonction, l'email a une certaine fonction. Et ce que j'ai découvert, c'est que si tu essaies de les mixer, essayer de vendre sur le podcast, ça n'a pas forcément d'intérêt particulier. Essayer de vendre sur YouTube par rapport à mon audience moi et par rapport aux produits que moi je propose, ça n'a pas forcément d'intérêt particulier versus le faire directement sur la newsletter. Tu vois, donc je pense que c'est important de comprendre aussi la fonction de chaque tâche que tu fais et son rôle dans ta stratégie globale pour pouvoir équilibrer tout ça. Et sur YouTube, un des grands rôles, il y a différentes fonctions que fait ma chaîne YouTube, mais un des grands rôles, c'est d'attirer du trafic, tout simplement, d'aller faire des vidéos qui vont être virales. Et ces vidéos qui vont être virales vont être pensées spécifiquement pour être virales et pas forcément sur comment est-ce que les gens vont acheter mon produit derrière. Parce que je dis que j'ai tout un entonnoir de vente derrière pour amener les gens à acheter mon produit. Et le rôle de cette vidéo, c'est d'attirer le maximum de trafic et d'être optimisé pour cette fonction-là. Et le rôle de mon entonnoir de vente et de mes emails de vente, c'est d'être optimisé pour de la vente.
et chaque chose peut être séparée et du coup, les éléments sont bien sûr connectés. À la fin de la vidéo YouTube, il y a un appel à l'action parce que tu vois à ma liste email pour recevoir des conseils gratuits. Donc, les deux sont connectés de cette manière. Mais ils ont aussi une fonction qui est séparée et j'ai bien conscience de la fonction de chaque élément et ça me permet d'optimiser chaque élément pour une fonction bien particulière. D'accord, d'accord. Ouais, c'est très intéressant, c'est très pertinent ce que tu dis. Et il y a une autre question aussi que je voulais te poser par rapport à ton approche YouTube. Justement, au regard de ce qu'on peut voir, tu pourrais très facilement jouer sur la partie lifestyle et sur la partie aussi de montrer tes chiffres, notamment les chiffres d'affaires ou autres. Je sais que c'est un choix volontaire de pas le faire. D'ailleurs, sur tes vidéos, on voit que c'est quand même assez sobre avec un fond blanc. Euh, je trouve que c'est assez, j'ai pas envie de dire culotté parce que c'est pas le mot, mais c'est assez courageux. Voilà, c'est le bon mot. C'est assez courageux de faire ça, surtout pour quand on voit dans un milieu où c'est beaucoup plus facile de mettre en avant certaines choses. Pourquoi tu as fait ce choix-là, sachant l'efficacité de l'autre façon de fonctionner? Pour moi, il y avait simplement un aspect quand j'ai commencé, je voulais pas être une personne qui te vendait comment devenir riche sur Internet. C'était clairement quelque chose que je voulais pas faire et c'est pour ça que j'ai commencé Marketing Mania comme étant une agence et comme en faisant beaucoup de conseils et notamment beaucoup de conseils en pub Facebook parce que c'est pas ça que je voulais faire. Et en fait, quand j'ai commencé à vendre des formations, j'ai commencé en créant la formation la plus complète, la plus pointue, qui va intéresser uniquement les entrepreneurs qui sont déjà établis, qui est ma formation sur le copywriting en fait. Et j'ai délibérément commencé par là en me disant, je veux parler à des gens qui sont déjà plus ou moins établis, qui ont déjà quelque chose en place et qui ont besoin de compétences pointues. Et ce que je voulais vendre, c'était des compétences, beaucoup plus qu'un style de vie, beaucoup plus qu'un résultat clé en main, etc. Et je voulais vraiment vendre des compétences. Donc, une fois que j'ai commencé comme ça, une fois que j'ai réfléchi de cette manière, j'ai réalisé que si je voulais vendre des compétences à la sortie, il fallait que j'attire les gens directement en leur parlant de compétences. Et si j'attire les gens en leur parlant d'un lifetime, d'un résultat, c'est ce que les gens vont attendre de moi. Et d'un coup, je vais me retrouver avec des gens qui me disent comment je peux gagner plein d'argent super rapidement sans trop travailler. Et c'est pas forcément cette situation que j'avais envie de me mettre. Et c'est pas forcément ce type de personne que j'ai envie d'attirer. Et avec ce type de personne que j'ai envie de travailler. Un des éléments qui est intéressant sur ma chaîne, c'est que autant je peux être assez grand public et avoir des vidéos qui font plus d'1 million de vues. Et autant j'ai régulièrement des entrepreneurs qui font même 10 fois mon chiffre d'affaires, qui sont très établis, qui ont 45, 50 ans et qui sont bien installés dans le truc, qui me contactent et me disent j'adore ton contenu, c'est super intéressant ce que tu fais, on apprend plein de trucs, etc. Parce que ils voient que ce que je raconte, c'est réel et que je suis en train de te parler d'une compétence et pas d'un style de vie. Donc la question, c'est est-ce que je pourrais attirer des gens en montrant mon lifestyle, etc. Oui, mais est-ce que c'est les gens que j'ai envie d'attirer? Et c'est ça. Et est-ce que du coup, j'aurai accès à ces gens-là qui sont beaucoup plus avancés? Parce que si tu es quelqu'un qui vend du rêve et qui monte ton lifestyle, qu'est-ce que tu feras dans 10 ans? Est-ce que tu veux encore montrer tes bagnoles et ta villa? Ou est-ce que tu feras autre chose? Moi, dans 10 ans, je ferai peut-être quelque chose du next step. Et j'ai aussi maintenu une crédibilité dans mon parcours en tant que formateur qui me permet d'avoir accès à des entreprises et à des entrepreneurs qui respectent ce que je fais. Ce qui serait peut-être pas le cas si mon succès était basé sur autre chose. L'autre aspect, encore plus simple en termes de positionnement, c'est que je vends des formations sur le marketing en ligne. Un domaine qui de base n'a pas une très bonne réputation. Donc, si je veux vendre et si je veux devenir vraiment connu sur ce domaine et avoir ce business qui se monte, j'ai tout intérêt à me distancer au maximum des gens qui te vendent du rêve. Donc, une des aspects, c'est par mon discours, évidemment. Un des aspects, c'est par le niveau de soins que je mets dans mes formations. Mais la première impression, elle compte. Et si la première impression que tu as de moi, c'est que ce gars, il est en train d'étaler sa thune pour essayer de m'entourlouper derrière, même si mon contenu est bon, ça fait un mauvais précédent. Et du coup, ça m'amalgame à des choses avec lesquelles j'ai pas forcément envie de m'amalgamer. Et aussi quelque chose qui est très honnêtement, c'est pas très compliqué de louer une villa. Surtout si tu peux aller à l'étranger, de louer une belle villa, c'est pas très compliqué. De louer une Lamborghini pour faire ton shoot le jour où tu fais ta pub YouTube, c'est pas très compliqué. En fait, c'est une dépense marketing qui est même raisonnable. En fait, si tu penses la dépense que ce type de personnes peuvent mettre dans la pub Facebook ou dans du YouTube Ads, c'est une dépense raisonnable de louer la villa et de faire la bagnole. Mais du coup, ça te dit aussi que c'est quelque chose qui est relativement réplicable et que du coup, tu bases ton attrait sur quelque chose que n'importe qui peut répliquer. D'un coup, tu te retrouves avec beaucoup de gens qui ont
qui se repose sur ces voitures, sur ces villas, sur ce lifestyle, sur ce voyage, sur cette première classe, sur ces costards, sur ces montres. Et du coup, où est ton avantage et comment est-ce que tu le défends? Ouais, Tu c'est vois, et du pertinent, coup, ouais. moi, ce que je défends, c'est une certaine approche de l'analyse, un certain niveau de compétences, un certain discours, simplement des vidéos qui vont prendre 30 heures à faire. Et ça, c'est un truc qui est assez défendable, qui est pas facilement copiable parce que il faudrait mettre un effort énorme pour le refaire, tu vois. Et donc, je Ouais. préfère construire mon image de marque et construire ce pourquoi les gens se souviennent sur un truc qui est vraiment différent et qui est difficile à répliquer plutôt que sur quelque chose que les gens peuvent facilement faire. Donc ça, c'est tous mes raisonnements, tu vois. En gros, c'est l'argument marketing pour lequel je pense que même si c'est une stratégie qui semble facile sur la surface, ça peut aussi être quelque chose qui a ses désavantages. Mais est-ce que justement, alors moi, c'est peut-être une croyance que j'ai autour de ça. Est-ce que justement, le fait de faire ça, ça te limite pas, ça réduit pas le champ des clients que tu peux avoir? C'est sûr que du coup, ça limite les clients avec qui j'ai pas envie de travailler. Mmh. C'est ça, ça limite ses clients parce que tu reçois toujours des emails de gens qui disent voilà, j'ai aucune compétence, j'ai aucune expérience, j'ai aucun business, mais dans 6 mois, il faut que je gagne 15 000 € par mois. Mmh. Tu as toujours des gens. Et le truc, c'est que ces gens-là, j'ai pas envie de les avoir Les parce que avoir, moi, je ouais. fais des consultations pour mes clients toutes les semaines. Je dois Ouais. répondre aux questions des gens. Si Mmh. j'ai des gens qui sont paumés, qui entrent dans ma formation en Ouais. masse, je vais me trouver avec des questions complètement débiles, de gens qui sont complètement paumés, qui sont désespérés, qui vont être des clients qui sont pénibles, qui vont être le type de personnes souvent qui rejettent la faute sur toi de leur succès ou de leur échec. C'est-à-dire que, en gros, ils sont voilà, dis-moi ce que je dois faire et tu vas me dire ce que je vais faire et puis je vais réussir grâce à toi et en gros, je mets ma vie entre tes mains, quoi. Moi, j'ai pas Mmh. envie d'avoir la vie des gens entre les mains. Mmh. Je suis pas leur papa, je suis pas leur maman, je suis pas leur boss. C'est pas à moi, tu vois, de prendre ton destin entre mes mains. Et donc, effectivement, il y a des clients. Peut-être que je pourrais toucher plus de monde et faire un peu plus de CA sur le court terme Ouais. en faisant ça. Sur le long terme, à mon avis, non, parce que sur le long terme, moi, je vois cet aspect que euh, potentiellement, je me fais des connexions de haut niveau, potentiellement, je me fais une réputation, potentiellement, j'ai de la crédibilité aujourd'hui auprès de youtubeurs, même mainstream, ils peuvent me voir et se dire, voilà, ce gars-là, c'est un youtubeur comme nous et on est un peu au même niveau et j'ai ces accès-là. Parce que aussi, quand les gens arrivent sur ma chaîne, c'est pas, tu vois, donc la question de savoir si sur le court terme, je me ferme un certain marché, c'est bien possible. Mais en revanche, je pense que sur le moyen terme et sur le long terme, il y a une stratégie qui est intéressante à avoir un peu plus cette image euh, sur les compétences plutôt que sur le lifestyle. Après, il y a aussi un aspect que si moi je voulais vraiment montrer ça, en fait, il faudrait que je réorganise ma vie pour le faire. Mmh. Parce que ma vie aujourd'hui est organisée pour mon confort personnel et mon intérêt personnel, pas pour Instagram. Mmh. Et donc, il faudrait que je réorganise mon truc, il faudrait que euh, je change d'endroit où j'habite, il faudrait que je commence à conduire une bagnole, j'ai aucun intérêt, tu vois, pour tout ça. Ouais. Ouais. Et je pense que ça serait pas du tout authentique et ça serait et voilà. Et j'y vois pas particulièrement de stratégie par rapport à moi, tu vois. Et je Tu pense perds un que peu de ta il y a des gens liberté pour qui ça finalement. fonctionne. Tu perds un Ouais. peu de ta Il y a des gens, liberté. il y a des gens pour qui ça fonctionne, mais aussi des gens qui légitimement et ça les fait kiffer d'avoir cette Lamborghini, ça les fait kiffer d'avoir cette villa, ils trouvent que c'est génial. Mmh. Personnellement, c'est pas mon kiff personnel et c'est aussi pour ça que je le fais pas. Parce que potentiellement, si je pouvais me dire, j'ai toujours rêvé d'avoir une Lamborghini et en plus, ça va être une dépense business et en Mmh. plus, je peux le justifier sur un point du marketing, pourquoi pas, tu vois, c'est un truc, j'ai toujours kiffé de l'avoir et maintenant je vais l'avoir et je vais me faire plaisir et je peux le justifier, tu vois, et je peux le faire passer en dépense business. Ouais, non, tu vois, je peux le comprendre et je jette la pierre à personne. Tout à Mais dans fait. mon cas, tu vois, ça serait pas cohérent par rapport à ce que je fais et ça aussi, ça diluerait mon message, ça diluerait mon message sur l'importance du marketing, sur l'importance de la psychologie humaine, Mmh. parce que quelle est la connexion entre le marketing, la psychologie humaine et le lifestyle? Rien, tu vois, ça serait un autre élément différent et je pense que euh, ça diluerait mon message et ça potentiellement ça diminuerait mon impact à moyen terme, je pense. Mmh. Je suis content parce que tu viens de pointer du doigt quelque chose que je partage avec toi sur cette vision aussi du business entre effectivement une approche qui est plus court-termiste, qui va effectivement permettre de faire plus de CA à court terme, mais qui va pas capitaliser parce que parfois tu as tendance à avoir des promesses, on le voit, des promesses qui sont exagérées
et qui finalement ruine la réputation de celui qui le crée. Donc, c'est des modèles qui marchent, mais qui marchent parce que c'est un peu, moi, j'apparente ça de façon un petit peu vulgaire au vendeur de chouchous sur la plage. Le vendeur de chouchous sur la plage, il vend ses chouchous, ce sera toujours plus cher que ce que tu vas acheter ailleurs, mais il y aura toujours des nouvelles personnes sur la plage pour acheter. Donc moi c'est ma vision. C'est un peu ce type de business là. On essaye de récupérer toujours du nouveau. Et il y a une autre stratégie qui est effectivement d'aller sur de la capitalisation sur du long terme, qui justement amène à avoir des promesses ou des façons de faire, des façons d'être qui sont plus lentes, qui appâtent moins de personnes au départ. Mais par contre, effectivement, tu capitalises, tu construis sur du long terme. Et c'est deux approches qui marchent, c'est deux approches qui sont respectables, qui amènent un but différent. Mais c'est bien de savoir aussi sur quelle dynamique on se place. Ouais. Tout à fait. Donc ouais, intéressant, très intéressant. Si on parle un peu de ton podcast, c'est vrai que c'est un peu calme en ce moment ton podcast. Ouais. J'ai pas beaucoup publié sur le podcast. Je pense que le dernier épisode c'est novembre. Ouais. Donc ça fait un petit moment, et globalement sur l'année il y a relativement peu d'épisodes. Alors justement, ce fait de pas avoir une régularité ou du moins d'avoir perdu une petite régularité sur le podcast, est-ce que c'est quelque chose qui te bouffe? Moi, je sais que j'ai un peu le même truc que toi en ce moment. C'est un peu un mode calme, mais ça va reprendre. Et est-ce que c'est quelque chose qui te gêne? Moi, je sais que c'est par exemple, si on parle vraiment de trucs très pratico-pratiques, je suis très procédure et tout ça, et dès que je perds un petit peu une structure, j'ai toujours cette espèce de flip d'arrêter ou d'être un petit peu paresseux ou de pas en faire assez. Est-ce que tu ressens ça, toi? Ouais, mais si tu veux, pour moi, le podcast se trouve un peu en place numéro 3, en tout cas sur le 2019. Et c'est pour ça que j'ai aussi du mal à le faire. C'est-à-dire que le podcast, c'était un de mes premiers canaux. Je l'ai commencé avant la chaîne YouTube. Je l'ai commencé en 2015. Mais après, maintenant que la chaîne YouTube est arrivée et qu'elle prend ce poids, la chaîne YouTube est devenue une priorité numéro 1. Et après, en 2019, je me suis mis à écrire un livre. Ouais. Ça veut dire que le livre est devenu la priorité numéro 1. Ça veut dire que j'écrivais mon livre. Et quand j'avais un peu de temps en dehors de mon livre, j'essayais de faire une vidéo. Et comme j'avais pas beaucoup de temps, du coup, le troisième élément, donc j'ai publié quand même quelques épisodes sur le podcast cette année, mais tu vois, c'était un peu le troisième élément qui était là. Donc, je pense que ça va pas mal se régulariser. Et moi, honnêtement, là, j'ai vraiment qu'une grande envie, c'est de revenir sur de la régularité de production de contenu, c'est-à-dire un podcast toutes les semaines, une vidéo toutes les 2 semaines, et de revenir sur une régularité que je n'ai pas eu depuis très longtemps, parce que c'est un rythme qui n'était pas tenable pendant la création de mon livre, parce que mes vidéos prennent tellement longtemps que écrire un livre et faire des vidéos en même temps, c'est pas possible de faire les deux. Donc, du coup, j'ai pas eu cette régularité de toute l'année 2019, et c'est quelque chose qui me manque. Je pense que c'est quelque chose qui va continuer à faire grossir mon audience. Je pense que sur 2019, j'ai publié peu de vidéos, et j'ai eu beaucoup de vidéos qui ont très bien marché, ce qui fait qu'au niveau des chiffres, j'ai gagné 115 000 abonnés. Donc, tu vois, au niveau des chiffres, c'est bien. Mais si tu regardes au niveau du process, de l'input, de ce que j'y ai mis, et de la régularité que j'ai eue, du nombre de vidéos que j'ai publiées, c'est peu. Et je pense que c'est un manquement, et que je peux pas espérer continuer comme ça pendant très longtemps à faire levier sur mes acquis et faire levier sur quelques vidéos qui font le buzz. Je pense qu'il faut que je revienne sur une régularité. Et c'est clair que c'est quelque chose qui me manque. Ça m'a manqué parce que j'ai fait le livre. Ensuite, c'était la promo. Maintenant, tu vois, c'est des interviews. On en a parlé avant, il faut que j'aille en France. Tu crois que c'est vraiment nécessaire sur YouTube? Parce que là, finalement, factuellement, tu as fait peu de vidéos, tu as une croissance d'abonnés. Donc, finalement, ça semble prouver que le modèle se suffit à lui-même, non? J'ai fait quand même une vidéo par mois jusqu'en mai. Ouais. Donc, sur les 5 premiers mois de l'année, j'avais une vidéo tous les mois, et c'est des vidéos qui ont très bien marché. Il y a des vidéos sur ces périodes-là qui ont fait 400 000 vues jusqu'à 1,2 million de vues, je crois, la meilleure sur cette période a fait. Donc, c'est des vidéos qui ont fait le buzz, mais j'en avais quand même une par mois pendant toute la première moitié de l'année. Après, il y a eu quasiment aucune vidéo jusqu'en décembre, je crois. En décembre, je crois qu'il y a eu 2 vidéos, mais il y a eu un trou entre mai et décembre où il n'y a eu aucune vidéo. Il y a eu une vidéo, en fait. Il y a eu une vidéo entre cette période qui était en juillet. Donc, est-ce que sur YouTube, la régularité, je pense que sur YouTube, les gens surestiment l'importance de la fréquence de publication. Ça, c'est vraiment une pensée que j'ai. La fréquence de publication sur YouTube, c'est vraiment important.
si tu gagnes ta vie grâce aux pubs et grâce à AdSense. Puisque évidemment, plus tu publies de vidéos, plus tu vas avoir en agrégé de pubs. Donc, même si tu as une chaîne comme la mienne où j'ai pas mal d'abonnés, je publie une vidéo par mois. Même si ta vidéo que tu fais par mois, elle cartonne, bah, tu vas faire 400 000 vues sur ta vidéo. Ok, c'est bien, mais c'est pas assez pour vivre 400 000 vues sur une vidéo. C'est vrai qu'il faut publier plusieurs fois par semaine ou tous les jours si tu génères de la pub. Parce que ce qui est important, c'est pas le nombre de personnes qui te regardent, c'est le nombre de vues et le temps que les gens passent sur tes vidéos. Donc, je pense que c'est pour ça que on est biaisé sur l'impact de la fréquence de publication. Moi, je peux publier de manière assez régulière et ça n'a pas l'air de faire du mal à la performance de mes vidéos. Après, c'est vrai que évidemment, plus je suis… Il n'y a pas d'impact, tu n'as pas vu d'impact d'un point algo sur tes anciennes vidéos, sur le classement de… Sur mes anciennes vidéos, il y a un impact bénéfique de sortir une vidéo qui dure environ 2 semaines, qui va booster aussi mes anciennes vidéos. Donc, j'ai une baseline, si tu veux, qui est standard, qui est à peu près aux alentours de 10 000 vues par jour et de 120 à 150 abonnés par jour, peut-être plus 120, 130 abonnés par jour. Ce serait, disons, une baseline où si je fais plus ou moins rien, c'est ce que j'ai dans le mois. Donc, environ 4 000 abonnés dans le mois et peut-être quelque chose comme 300 000 vues ou 250, 300 000 vues. Ça, c'est ma baseline. Donc, si je fais une vidéo qui sort, je vais avoir tout le gain de cette vidéo en termes de vues, en termes d'abonnés, et ça va aussi booster ma baseline sur mes autres vidéos pendant environ 2 semaines. Donc, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est que si je m'absente pendant un moment et je reviens avec une vidéo, il me semble pas que cette vidéo performe moins bien qu'elle aurait fait en isolation. Évidemment, c'est compliqué de le dire puisque chaque vidéo est différente. J'ai régulièrement eu des moments où j'ai eu une absence qui était relativement longue. Je suis revenu avec une vidéo qui était bien pensée et cette vidéo a vraiment bien prise et décollé. Donc, je pense pas qu'il y ait un impact à ce niveau-là. Après, c'est clair que plus je publie de vidéos, évidemment, plus les gens ont l'occasion de me découvrir, etc. Donc, il y a l'aspect fréquence et il y a l'aspect simplement publier des vidéos. Si tu fais aucune vidéo, forcément, la chaîne, elle se base sur cette baseline, mais tu n'as pas ce boost supplémentaire qu'il a. Et tu n'as pas cette occasion, tu vois, la prochaine vidéo virale qui va faire 400 000 vues, elle va pas se passer si je fais rien, tu vois. Et simplement pour moi, dans ma propre psychologie, c'est cool de me dire que mon truc principal, je continue à l'alimenter, je continue à avoir des différentes idées. Tu vois, je suis dans ce rythme de création régulier. C'est un truc qui est assez gratifiant d'être régulièrement en train de publier, d'être régulièrement en train de monter, de voir les chiffres, de voir des résultats, de pouvoir prendre des risques sur différentes vidéos. Il y a un aspect où si tu publies très peu de vidéos, tu fais que les vidéos où tu es sûr que ça va cartonner. Et tu ne prends pas forcément autant de risques, tu n'expérimentes pas autant avec des choses. Alors que si c'est une vidéo toutes les 2 semaines, je peux faire de temps en temps une vidéo un peu plus perso, un peu plus différente, tester un format différent parce que je me dis dans 2 semaines, il y en aura une autre. Si je me dis ça va être ma seule vidéo, je vais attendre 3 mois avant d'en refaire une autre, je me dis je vais juste faire la vidéo, tu vois, un peu garantie, qui va être la dernière vidéo sur ma chaîne, parce que aussi la dernière vidéo que tu as publiée génère souvent plus d'attention quand les gens arrivent sur ta chaîne. Enfin, il y a plein de facteurs qui font ça, tu vois, qui font que simplement d'un point de vue personnel, je pense que c'est gratifiant, et aussi d'un point de vue c'est important de ne pas oublier aussi les fondamentaux de ton business et là d'où tu viens. J'ai passé une grande partie de mon année à écrire un livre, mais là d'où je viens et les fondamentaux qui font que mon business aujourd'hui fonctionne, c'est de faire des bonnes vidéos que les gens aiment, de faire des podcasts que les gens aiment, de faire des emails que les gens, qui intéressent les gens et de faire des formations qui apprennent des choses aux gens. Tu vois, c'est un peu ça les éléments fondamentaux. L'artisanat de mon métier, c'est ça. Et c'est utile pour moi aussi d'y être connecté, tu vois. Et c'est aussi ça qui sur le long terme, va donner des résultats. Même si sur 2019, j'ai pu me permettre de ne pas investir autant d'énergie dans ces éléments fondamentaux pour aller faire un livre. Mais je ne pense pas que sur le long terme, ce soit une stratégie qui soit viable de me dire, voilà, YouTube, j'ai déjà mon audience et je peux le négliger pour aller faire autre chose. Je pense qu'il faut continuer à construire ça et je pense que en fait, aujourd'hui, j'ai aucune idée de jusqu'où je peux aller sur YouTube. Puisque je suis déjà à 300 000, je pensais que c'était impossible de faire 100 000, tu vois. Donc, la question, c'est où 400, c'est possible. 500, c'est possible. Est-ce qu'un jour, c'est possible d'imaginer que je puisse avoir 1 million d'abonnés? Si tu es à 300 000, tu commences à dire que c'est peut-être pas impossible. Ouais. Donc, tu vois, ça te dit, pour l'instant, il y a un grand palier de progression. Tu as quasiment un tiers de l'objectif. Hein. Ouais. Donc, ça fait sens. Hein. Ça vaut du coup l'effort, le coup, je pense, de vraiment de continuer à le traiter comme un truc extrêmement prioritaire. Ouais. Et pas oublier que c'est aussi que là que j'ai fait ma notoriété, c'est aussi là que les gens m'ont découvert, c'est aussi là que les gens aiment me suivre, c'est aussi là où je pense que où je maîtrise le mieux mon format et ce que j'apporte.
Et du coup, je vais te reformuler la question du podcast dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que tu continues à faire des podcasts? Donc, ma réflexion ici, c'est que chaque canal que tu proposes apporte un élément qui est différent. Donc, YouTube, c'est là où je vais toucher le maximum d'audience et le maximum de gens vont me découvrir. Donc, les gens vont me découvrir sur YouTube. Sur le podcast, ça m'apporte deux choses. La première chose que ça m'apporte, c'est que ça va m'aider à approfondir ma relation avec les gens qui me suivent. Parce que sur une vidéo, comme j'en publie pas souvent et comme une vidéo prend très longtemps à faire, même si je suis au max ma fréquence de publication, on va dire que les gens vont me suivre pendant 15 à 20 minutes toutes les 2 semaines. Au max, s'ils regardent toutes mes vidéos et que je publie comme un malade. Parce que mes vidéos prennent longtemps à faire et je ne pourrais pas en publier plus. 15 à 20 minutes toutes les 2 semaines. Sur le podcast, je vais être dans les oreilles des gens 1 heure et demie par semaine. Donc, je vais les accompagner dans leur journée. Je vais être là quand ils font leur vaisselle. Je vais être là quand ils font leur sport. Je vais être immergé dans leur tête. Donc, même si l'audience, la portée du podcast est moins grande, pour la partie de mon audience, pour les gens qui vont être intéressés par ça et qui vont être dedans, je vais grandement approfondir ma relation. Et évidemment, les gens qui vont faire l'effort d'aller écouter mon podcast et d'aller se plonger pendant 1 heure et demie dans ce type d'interview, c'est aussi la fraction de mon audience qui va être la plus motivée. Et je sais que quand j'ai commencé à faire, et je faisais des articles et des podcasts, quasiment tous les gens qui achetaient étaient les gens qui écoutaient le podcast. Parce qu'ils avaient développé ce niveau de confiance avec ce que je racontais. Mais donc, si j'entends, est-ce que le podcast, c'est quand même un canal d'acquisition d'audience ou plus un canal qui va te permettre de maintenir ou de transformer ou de consolider le lien? Ou les deux? Le podcast aujourd'hui a un rôle d'acquisition, il y a quelques personnes qui vont me découvrir, mais si je le jugeais uniquement sur un rôle d'acquisition de trafic, ça aurait plus de sens de faire uniquement des vidéos YouTube. Donc, je vois comme un élément complémentaire. Et moi, dans ma stratégie et dans ma structure actuelle, il a beaucoup plus un rôle un peu plus en dessous, tu vois, un cran en dessous dans le tunnel de vente, dans l'entonnoir de vente, si tu veux. C'est quelque chose que les gens vont découvrir potentiellement dans un deuxième temps, même si pas tous, mais pour la plupart des gens, et qui va me permettre d'approfondir beaucoup plus ma relation avec eux et de pouvoir partager plus en détail ma vision du monde et ma manière de voir les choses. Ça me permet aussi, le podcast, simplement, c'est un truc qui est intéressant à faire parce que ça me permet de discuter avec plein de gens. Et je n'ai pas forcément l'occasion de me caler un appel d'1 heure et demie pour discuter avec un entrepreneur qui m'intéresse. Mais sur le podcast, j'ai non seulement une bonne excuse pour le faire puisqu'on enregistre, non seulement je peux apporter de la valeur à la personne en étant intéressé par ce qu'il me raconte et ça lui permet aussi de faire parler de ses projets et de son business et d'apporter de la valeur à mon audience. Donc, c'est aussi quelque chose qui est fondamentalement plaisant pour moi à faire et que j'aimerais refaire. Même si, voilà, d'un point de vue stratégique, il s'avère que quand il n'y a pas de la place pour tout, c'est parfois le podcast qui va en pâtir. Ouais, c'est normal. Après, je pense que le podcast est maintenable en parallèle de mes vidéos et peut être fait à partir du moment où je suis pas en train d'écrire un livre. Je pense qu'il peut être fait. Je pense qu'il apporte de la valeur et je pense que c'est quelque chose qui moi m'enrichit personnellement. C'est quelque chose dont certaines personnes sont vraiment fans. Tu vois, ils vont vraiment être à fond dedans. Donc j'y vois toujours un intérêt. Mais doit être jugé en fait sur ses propres mérites et en fait et sur ce qu'il fait bien. Parce que si tu compares un podcast à YouTube en termes d'audience, YouTube sera toujours plus gros en termes d'audience. Mais le podcast, c'est peut-être plus fort en termes de profondeur d'attention et en termes de temps passé dans les oreilles des gens. Ouais, il y a un terme de conversion aussi. Parce que derrière, une personne qui vraiment te suit, qui te suit là, tu sais qu'il va y avoir un poids qui va être supérieur à une personne qui te suit sur YouTube. Donc, c'est intéressant. Super, super intéressant tout ça. Donc, déjà, je te remercie pour nous donner toutes ces infos parce que ce sont de vraies pépites d'entrepreneurs qu'on n'entend pas forcément et ça, moi, j'apprécie beaucoup d'avoir ça. Donc, pour en venir maintenant, donc on a deux canaux finalement différents. On a le YouTube qui est ton canal d'acquisition principal. On a le podcast qui a une fonction un petit peu secondaire et on a notre fameux nouveau canal finalement d'acquisition qui est ton livre. Donc là, du coup, est-ce que tu aurais quelque chose, quelques infos à nous donner en plus là-dessus, quelque chose à rajouter autour de ça? Au sujet de quoi parle le livre, c'est ça?
Ouais, au sujet du livre, ouais, de quoi il parle, de pourquoi tout le monde devrait aller à la Fnac, à Cultura ou ailleurs pour acheter le livre. Ouais. Je pense que l'élément central dont il faut être convaincu pour tirer la valeur de ce livre, ou en tout cas, il faut être séduit par cette idée que étudier la psychologie humaine, c'est un truc qui est fondamentalement cool et que en l'étudiant, tu peux apprendre plein de choses. Et je pense qu'il faut aussi être curieux de différents domaines. Et donc, du coup, ce que je fais dans le livre, c'est te parler des besoins humains de manière assez fondamentale et de parler de tous les besoins humains que tu peux avoir et de comment plein de business différents dans plein de domaines différents utilisent ces besoins et quelles sont les innovations psychologiques derrière tous ces business. Et en fait, après, je te montre une manière différente de réfléchir à la manière dont tu peux trouver une idée pour ton business, une manière différente où tu peux vendre tes produits, même une manière différente où tu peux t'organiser toi en tant qu'entrepreneur, basée sur cette lentille de psychologie humaine. Et je pense qu'il y a différentes manières de voir le monde, différentes manières de voir un problème. Et plus tu as de lentilles différentes, plus tu as de lorgnettes par lesquelles tu peux voir un problème, plus tu vas être efficace pour le résoudre. Et dans mon livre, ce que je te donne, c'est une lentille totalement différente de ce que tu trouves dans les autres livres. Tim Ferriss, il a des trucs qui sont super intéressants. Bravo, il a une lentille très spécifique sur comment analyser ton business et comment analyser ce que c'est qu'un business et le rôle qu'il joue dans ta vie. Mais c'en est une, tu vois. Et il y a plein de lentilles comme ça que tu peux avoir. Et je pense que le livre que j'ai fait, il est vraiment basé dans cette tradition en se disant, si tu veux vraiment comprendre comment est-ce que les entrepreneurs utilisent ces concepts de psychologie humaine de manière vraiment profonde pour trouver des idées qui sont nouvelles. Parce que une des raisons, tu en as parlé tout à l'heure de ma stratégie autour de ma chaîne, la création de contenu que je fais, pourquoi est-ce que mon contenu peut toucher une audience plus large, pourquoi est-ce que je ne montre pas mon lifestyle. Et tout ça, je me base sur une réflexion qui est vraiment une réflexion sur les principes fondamentaux de psychologie du client que je veux toucher et de comment est-ce que je peux le toucher de manière efficace. Et tu découvres que si tu copies juste les stratégies de surface que font tes concurrents, tu vas avoir du mal à innover en fait parce que tu vois ce que les autres font. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller trouver des stratégies dans des domaines totalement différents. J'en ai déjà parlé de temps en temps, mais l'idée en fait du format du type de vidéo que je produis sur YouTube, ça vient d'une chaîne américaine qui s'appelle Nerdwriter qui fait des vidéos d'analyse sur des films. Et en fait, c'est en voyant cette chaîne dans un domaine totalement différent qui fait des analyses de pop culture que je me suis dit, tiens, il y a peut-être une idée à prendre. Et c'est en trouvant tes idées, en revenant aux fondamentaux de la psychologie humaine et en revenant dans des domaines totalement différents que tu vas trouver des idées qui sont originales. Alors que si tu regardes, OK, je veux faire un truc sur la nutrition, tu vas regarder tout ce qui se fait sur la nutrition et tu vas pas au-delà, et ben, tu vas juste répliquer ce qui se fait. Alors que si tu dis, OK, je vais faire un truc dans la nutrition, je vais regarder ce qui se fait dans le domaine, je sais pas, des échecs, tu vois, et comprendre comment les sites d'échecs fonctionnent ou comment les sites qui te parlent de triathlon ou de natation ou les sites qui te parlent de marketing ou les sites qui te parlent de séduction, tu peux peut-être récupérer des structures et des idées qui sont totalement nouvelles et qui te permettent d'arriver sur un marché qui est ultra concurrentiel. Comme pour moi, j'ai commencé sur la séduction. Maintenant, je suis sur le marketing, des marchés qui sont très concurrentiels. Mais tu vois que si tu reviens aux fondamentaux et aux premiers principes, tu peux parfois retrouver une manière différente d'aborder ce besoin qui va être nouvelle. Et forcément, on sait qu'en marketing, c'est important d'être différent parce que si tu proposes la même chose que les autres, c'est compliqué d'attirer l'attention et de te différencier. Et c'est pour ça que cette approche sur la psychologie humaine, tu vois, elle a plein de bénéfices différents. Elle est à la fois passionnante et elle est à la fois extrêmement utile et productive à avoir quand tu vas t'attaquer à un nouveau projet ou quand tu te demandes comment est-ce que je fais évoluer mon business actuel pour trouver plus de clients, pour aller élargir mon marché. Tu vois, quand tu te demandes, OK, quelles sont mes prochaines étapes et quelle est l'approche stratégique que je dois avoir à partir de maintenant. C'est intéressant aussi finalement le fond du sujet qui nous relie vachement aussi. C'est tu parlais de séduction, tu as commencé à la séduction et tu es arrivé au marketing, mais finalement on voit toujours le même point liant qui est la psychologie humaine. Donc notamment parce qu'en séduction, un autre truc que j'ai découvert qu'en fait c'était que la psychologie qui était la plus importante, c'était la psychologie du client qui allait acheter. Parce qu'en fait, le principal blocage que les gens ont en séduction, ils se rendent pas compte au départ. Donc, c'est toute une partie du job de coach en séduction. C'est qu'en fait, la plupart de leurs blocages sont entièrement internes. Ils ont l'impression que c'est parce que les femmes ne sont pas intéressées par ce qu'ils racontent. C'est vrai que c'est un truc externe et qu'il faut qu'ils apprennent à manipuler les femmes d'une certaine manière. Mais en fait, souvent, c'est des blocages internes qui sont des blocages de peur, de pas oser se mettre en avant, de pas oser partager certains éléments qui font qu'en fait, ils sont totalement paralysés. Ils ont l'impression que la solution, c'est une tactique de drague incroyable qui va faire tomber n'importe quelle femme dans leurs bras. Et en fait, ce qu'il faut que tu réalises, c'est que
il y a une subtilité psychologique qui est que la raison pour laquelle ils veulent cette tactique infaillible, c'est parce qu'ils ont peur. Et en fait, si tu peux retirer cette peur, tu retires aussi ce besoin d'une tactique infaillible et tu libères juste les gens pour tenter leur chance et faire les choses qui vont marcher, qui vont pas marcher. Mais une fois qu'ils ont plus cette peur paralysante de se faire rejeter, ils ont plus ce besoin de tout se blinder et d'avoir une tactique qui marche à tous les coups. Et tu vois, c'est ce genre de nuance psychologique que moi, j'ai pas. Au départ, j'ai fait cette erreur. Tu vois, j'ai fait cette erreur de croire que ce que les gens voulaient, c'était une tactique pour mettre des femmes dans leur lit. Et ça m'a pris du temps de comprendre qu'il y avait une nuance psychologique qui était là. Mais une fois que je l'ai comprise, j'ai pu avoir un marketing qui était différent de ce que proposaient d'autres concurrents. Et j'ai pu avoir un discours qui allait parler aux gens de manière plus profonde. Et j'ai pu aussi avoir des promesses qui étaient réalisables. Parce que c'est beaucoup plus facile de promettre aux gens, je vais t'aider à surmonter une peur de l'approche, par exemple, plutôt que de dire, je vais aider n'importe quel mec, quelle que soit son apparence, son niveau, son humour, etc., à coucher avec des top modèles. Tu vois, ça, c'est une promesse que tu peux pas tenir. Et c'est la même chose qu'en marketing. La différence entre vendre des compétences et vendre un résultat et vendre un lifestyle, tu vois. Et en séduction, c'était en creusant beaucoup plus dans la psychologie de mon client et aussi en le forçant, lui, à creuser dans sa psychologie et à réaliser ce qu'il voulait vraiment et pourquoi il le voulait et ce que représentait, ce que représentait la séduction pour lui. Tu vois, la séduction, souvent, c'est aussi une manière de se valider, une manière de se dire, j'existe, les gens pensent que je suis important, je suis apprécié, je suis accepté par la société, par la tribu. Tu vois, il y a un truc vraiment fondamental de psychologie humaine qui est de se dire, je veux pas être banni de ma tribu, je veux pas avoir l'air ridicule. Tu vois, tous ces aspects-là. Et ça, c'est des trucs où, quand tu commences à creuser là-dedans, tu découvres qu'il y a plein de nuances et que c'est pas juste un truc de dire, on va faire du sexe, etc. Et comme dans ce domaine qui semble aussi vulgaire et aussi basique que la séduction, il y a plein de nuances et que quand tu commences à comprendre ça, en tant que coach, par exemple, tu peux innover dans ton positionnement et proposer quelque chose qui est un petit peu différent de ce qui se fait ailleurs. Ce que j'entends surtout au travers de tout ce que tu nous dis et de l'enthousiasme et la passion que tu as, c'est que c'est quelque chose qui te passionne énormément, la psychologie humaine, finalement. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que ma chaîne fait 300 000 abonnés. C'est simplement, c'est que je pense que les gens apprécient de voir un truc qu'ils ne savaient pas que c'était intéressant. Ouais. On leur montre ça et on leur montre que c'est vachement intéressant par quelqu'un qui est passionné par ce truc-là. Ouais. Et ça, je pense que c'est un vecteur puissant sur YouTube d'enthousiasme. Moi, je vais te donner des YouTubeurs que j'aime bien suivre. Il y a un gars, il y a un YouTuber américain qui s'appelle Marcus Brownlee. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Non. Donc, c'est un YouTuber américain, il a 10 millions d'abonnés et c'est un des plus gros testeurs de tech. Donc, il teste la nouvelle télé, le nouveau smartphone, etc. Et il a 10 millions d'abonnés, tu vois, là-dessus. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que la manière dont il te présente ces trucs, c'est que tu peux regarder une de ses vidéos sur un produit dont tu n'as rien à faire, que tu ne vas jamais acheter, juste parce qu'il t'en parle avec une passion, avec un intérêt, il t'en parle et tout. Et c'est marrant parce que c'est un mec qui est aussi assez posé. Tu vois, il n'est pas forcément, il n'est pas hyper actif, il est assez posé, mais il t'en parle, il t'explique le contexte. Lui, il a vraiment une passion pour le truc. Et du coup, et c'est bien foutu, c'est bien raconté. Et du coup, tu te prends, tu vois, au jeu et à ce qu'il te raconte et t'apprécies de regarder ses vidéos, même sur un truc que il te fait un test d'un produit que tu ne vas pas acheter, quoi. Et tu le regardes et tu y prends de l'intérêt. Et tu n'avais jamais pensé que ça pouvait être intéressant de regarder une vidéo, je sais pas, sur le nouveau téléphone Samsung. Mais lui, il t'en parle et c'est vachement cool. Et il y a une deuxième chaîne que j'adore en ce moment qui s'appelle Corridor Crew. C'est des gars qui font des effets spéciaux. Ils ont un studio à Los Angeles et ils font des effets spéciaux. Et ils ont une chaîne qui est plus ou moins une chaîne de vlog où ils montrent le derrière des coulisses de leur studio et de leur boîte d'effets spéciaux et où ils vont t'expliquer comment est-ce qu'ils font les différents effets. Ils vont t'expliquer, ils testent de nouvelles stratégies, ils vont bidouiller des trucs, ils fabriquent aussi pas mal de trucs de leurs mains, etc. Ils vont te montrer le process de leur travail. Un truc où tu pourrais te dire, OK, les effets spéciaux, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, j'ai pas d'intérêt. Tu vois, c'est l'inverse de la personne qui regarde Marketing Mania par curiosité. Je fais pas d'effets spéciaux, je fais pas de films, je m'en sers pas, j'utilise pas ces outils. Tu vois, c'est pas un truc que moi je pratique. Mais je regarde ça et je me dis, ouais, c'est vachement cool. Ils ont la passion de ce qu'ils font. C'est cool de voir des gens qui adorent leur travail et qui te parlent le truc. Et puis, tout simplement, c'est un truc où tu es quand même confronté à ça au quotidien quand tu regardes des films et tu dis, tiens, j'avais pensé, tu vois, comment est-ce qu'ils avaient fait ça, comment est-ce qu'ils avaient fait cet effet. Et ils se trouvent un moyen de te le montrer avec passion. Et ça, je pense que c'est un élément qui est important, y compris pour un formateur, parce que les gens n'ont pas envie que tu leur donnes des devoirs.
Les gens n'ont pas envie de se retrouver à l'école avec un truc qui va peut-être leur apporter un résultat, mais qui va être une corvée. Si tu peux, en plus d'apporter un résultat aux gens, leur apporter aussi une passion d'un truc, Ouais. et moi, si je peux transformer quelqu'un qui se dit ouais, je vais monter un business, donc il faut que j'apprenne à vendre, mais c'est un peu la corvée, c'est un truc qu'il faut que je me tape. Ah, tiens, le marketing, c'est un truc vachement intéressant et je vais même aller regarder des vidéos marketing juste par curiosité et juste par intérêt. Ça, c'est un vrai succès, tu vois, pour ma chaîne et pour mon livre aussi d'ailleurs. Parce que mon livre, bien sûr, tu vois, tu es dans toutes les librairies, tu espères que des gens qui sont vaguement intéressés par le marketing et par l'entrepreneuriat vont voir ce livre, vont être intrigués par le 4e de couverture, vont l'acheter et vont se dire moi, j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais vu toute la nuance dans le marketing. Et tout d'un coup, toute la pub et tout le marketing et toutes les entreprises qui les entourent, ils vont les voir sous un nouvel angle. Très intéressant, très intéressant. Je te remercie en tout cas pour tous les partages que tu nous as offerts. Dernière question et la plus essentielle de toutes, je dirais. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton livre? Ouais, donc mon livre s'appelle Votre empire dans un sac à dos, aux éditions Erol, qui sera disponible partout dans toutes les librairies le 30 janvier. Le sous-titre qui décrit très bien la promesse, c'est décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Génial. Merci à toi, merci pour tout et à très bientôt. Merci beaucoup Nico pour ton invitation, c'était un plaisir. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu auras pu en apprécier toute la qualité. C'était vraiment un plaisir, un bonheur de faire cette interview. Donc si tu as aimé ce podcast, ce qui serait vraiment génial, ce serait d'en parler autour de toi. Pourquoi pas le partager et également mettre une note, un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu es sur cette plateforme-là et un petit commentaire. C'est juste génial, c'est juste hyper aidant pour pouvoir diffuser au maximum ce podcast sur lequel je m'engage. Bien évidemment, comme toujours, à t'amener un maximum de qualité et de contenu. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi. C'était un plaisir de pouvoir partager avec toi cette superbe interview. Et je te dis à très vite pour d'autres conseils et d'autres aventures. Ciao! Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.